Après une nuit passée sous les étoiles, petit déjeuner partagé en famille avec Maggie, Olivier et leurs enfants. Et il est désormais temps de se préparer pour reprendre le chemin. Il est encore tellement long. Maggie, Olivier, il ne nous reste plus qu'à vous remercier pour votre accueil et pour ce merveilleux moment passé ensemble. Avec grand plaisir. Est-ce que vous acceptez, avant que nous partions, qu'on fasse une petite photo souvenir? Voilà, pour vous remercier et puis vous laisser un petit souvenir de notre passage. Superbe. Les enfants peuvent venir avec nous? Ah bah oui. Et moi, les Yuna? Et revenir Stéphane, voilà. Et maintenant, il faut attendre quelques minutes et ça va être bon, on va voir la photo apparaître. Et donc, on vous remet cette petite photo souvenir, ça n'a pas fini encore voilà, d'avoir les couleurs. Superbe. Oui. Vous allez la garder, cette petite photo? Oui. Ouais. Ben, Yuna, de toute façon, à tout à l'heure. À Sirkawa. Au revoir. D'accord? À tout à l'heure, nous dire Au revoir. Effectivement, sur les conseils de la petite Yuna, nous partons pour Sirkawa, une école atypique installée à Saint-Pierre-du-Chemin. Quelle merveilleuse nuit! Nous revivons ce rendez-vous unique. Chaque minute repasse dans nos têtes. Pourrions-nous d'ailleurs dire que nous avons toujours des étoiles plein les yeux? Olivier et Maggie nous ont orientés vers ici. Ah, peut-être. Je vois quelque chose. Voilà. À mon avis, nous sommes à la bonne adresse. Sirkawa. Maintenant, on va essayer de trouver le responsable. Y a quelqu'un? Bon, je vais essayer de frapper. Ce sera peut-être la manière la plus simple. Bonjour. Bonjour. Enchantée, Marion. Pascal, Pascal. bienvenue. Merci. Alors, Pascal, Oui. ce matin, nous étions chez Maggie et Olivier et Oui. leur petite fille Yuna. Qui Nous va a- pas nous a- tarder à arriver, je pense. Exactement, nous a dit Oui. qu'elle venait chez vous à Sirkawa. Tout à fait. Et alors là, ça a vraiment attiré notre curiosité. C'est pourquoi on a souhaité vous rencontrer. Très bien. Est-ce qu'on peut se dire tu déjà? Bien sûr, on va se dire tu. Merci. C'est- Donc nous voici à Saint-Pierre-du-Chemin, Oui, une école de cirque. absolument. Pourquoi? Comment? Alors, l'école de cirque, elle est arrivée ici en 2013. Tout récemment. C'est assez récent, ça fait à peu près bientôt 8 ans. Et puis, on est installé ici. Alors, au départ, nous étions locataires du lieu. Et ensuite, l'association qui dirige l'école de cirque est devenue propriétaire depuis 2016. Voilà. On est installé sur 5 hectares. Oui, ce qui est très grand. Oui, c'est grand. C'était la nécessité d'avoir du terrain pour les chevaux, pour pouvoir leur permettre de vivre une vie de cheval, et non pas de vivre comme la plupart des chevaux de cirque, contingentés dans des box de 3 mètres carrés, enfin de 3 par 3, ou bien et vivre principalement dans des transports, dans des caravanes, dans des tentes un peu chaudes l'été, froides l'hiver. C'est quelque chose d'important pour toi, ça, Pascal, les animaux en plein air? Oui, c'est important de leur faire vivre une vraie vie de cheval en échange du travail qu'ils fournissent pour nous en spectacle, qui n'est pas pour eux quelque chose de naturel. Donc, en échange, on leur offre une vie de cheval. Voilà. Le respect de l'animal. Le respect de l'animal, absolument. Travailler sur son éthogramme, par exemple, c'est-à-dire ne leur faire que des choses qui correspondent à leur tempérament et leurs conditions naturelles. Ils ont l'air très heureux. Alors, ce qui est étonnant ici, Pascal, quand on arrive chez toi à la Grande Sonnère, c'est ça, lieu dit la Grande Sonnère, oui. on n'a pas cette image d'Épinal du cirque. Voilà, nous, on a hésité à avancer, on se dit c'est ici, c'est pas ici. Vous n'êtes pas les premiers. Vous n'êtes pas les premiers parce qu'en fait, souvent, l'image d'Épinal du cirque, c'est le chapiteau. Oui. Alors un chapiteau, la toile, tout ça, d'abord, ce sont des contraintes techniques énormes qui sont pas toujours très confortables. Par exemple, quand il fait cette chaleur-là, comme on a aujourd'hui, c'est intenable sous un chapiteau. Oui. Et l'hiver, c'est très très froid.
Pascal, ici, donc, tu as une activité d'école du cirque. Est-ce que tu fais aussi du spectacle? Qu'est-ce qui se passe exactement dans cette grange? En fait, c'est un lieu multi-activité. Il y a essentiellement, bien sûr, articulé autour du spectacle et principalement du spectacle de cirque. Le spectacle de cirque permet de partir dans énormément de disciplines. Le cirque, c'est pas un art en soi, c'est un agglomérat c'est un agglomérat de choses très diverses comme la musique, l'acrobatie, le sport, les chevaux. Donc là, c'est notre salle de spectacle. Quand on fait des spectacles uniquement sur le plateau, c'est-à-dire par exemple ici, là où on peut faire des aériens, du tissu, de l'acrobatie, ou de la danse, ou du concert. Donc dans ce cas-là, ça se passe ici et le gradin est en face. D'accord. Pascal, je vois plusieurs personnes. Alors Vincent, peut-être, dont tu nous parles tout à l'heure. Vincent, qui est cofondateur avec moi, qui est un peu le couteau suisse de la compagnie, puisqu'il sait tout faire. Il est essentiel, ce il est personnage. essentiel, il sait tout faire, et donc ça va de la couture jusqu'au cours de cirque, en passant par le travail des chevaux. Et puis Emma, qui est notre stagiaire BPGEPS, c'est une élève qui a commencé le cirque chez nous. D'accord. Et qui ensuite, nous l'avons préparée, après avoir fait bien sûr une pratique en amateur, on l'a préparée pour présenter ce qu'on appelle les prérequis du BPGEPS, c'est-à-dire donc c'est comme un examen d'entrée dans une école qui s'appelle l'AFCA, l'Association française de cirque adapté, où elle passe son BPGEPS. On avait accueilli aussi pas mal de service civique aussi, à qui on essaie de transmettre quelque chose. Alors, au départ, c'est une sensibilisation, ils aiment ou ils n'aiment pas, puis après, si jamais ils s'accrochent, et ben, nous, on est là pour justement transmettre et les former avec l'aide de partenaires institutionnels. Et ici, ça appartient à une association, il est important que ça puisse être pérenne, justement, oui, et vraiment impliqué dans le territoire. Pascal, je crois que les enfants ne vont pas tarder à arriver. Ils ne devraient pas tarder, oui. Ce que je souhaiterais avant, c'est qu'on se pose tous les deux et qu'on parle un petit peu de ton parcours. Oui. On est parti? Parti. Pascal, l'univers du cirque est quand même un univers particulier. Comment es-tu arrivé jusqu'au cirque? C'est tout ça, c'est l'enfance. C'est vraiment lié à l'enfance parce que je vivais déjà dans une ville, je suis né dans une ville où le cirque est très important. C'était la ville de Rouen, où il y avait un cirque en dur, pas un chapiteau. Là. C'était vraiment un cirque construit. Et mes grands-parents étaient très amateurs de cirque, amis d'ailleurs avec des gens de cirque, au point que la sœur de mon grand-père avait épousé un directeur de cirque belge. Génial. Et donc, j'ai toujours baigné un peu, j'ai toujours été voir des spectacles de cirque. C'était la piste aux étoiles, hein, c'est-à-dire l'émission que les plus de 40 ans connaissent. Et puis, un jour, sur un tournage, il se trouve que j'étais cavalier de concours, cavalier amateur, piètre cavalier amateur, mais... Et je m'intéressais bien sûr au cirque et aux animaux, bien sûr. Et j'ai rencontré Jean Rochefort qui lui... Le grand Jean Rochefort. Le comédien, oui. Le grand Jean Rochefort, oui. Qui n'est pas si grand que ça, d'ailleurs. Il donne toujours l'impression de... En talent. Ah oui, bien sûr, oui. Et donc, il me dit, mais pourquoi tu ne mélanges pas les chevaux, la musique, le chant, la comédie, pour faire une compagnie Tout ton savoir, toutes tes capacités. Voilà, et donc c'est ce que j'ai fait en lui demandant, je lui avais dit si je le fais, je te demanderai d'en être le président d'honneur, ce qu'il avait accepté. Il a été le président d'honneur de Circawa jusqu'à sa mort, en 2017 je crois. Voilà. On va faire une photo. Et les enfants, on va faire une photo. Voilà. Vous venez avec nous? Allez. On va se mettre juste là. On va faire ton plus beau sourire. Merci Yuna. Merci pour cette chouette adresse. Là encore, on ne pouvait pas se tromper en plaçant cet établissement sous la protection du très grand Jean Rochefort. Rappelez-vous, c'est bien lui qui déclarait que les animaux avaient du mérite. Eh bien oui, le mérite de ne jamais décevoir. C'est tellement juste. Bravo et belle vie à Circawa. Les kilomètres défilent. Ils défilent tellement vite.
Toujours plus déterminés, poursuivons notre aventure. Et voici Mervan. Mervan et son célébrissime barrage de Saint-Luc. Une carte postale à couper le souffle. Image après image, de 1955 à nos jours, suivons le fil de son histoire. Très instructif, nous apprenons plein de choses. Exemple, saviez-vous que la mise en place du lac artificiel a rayé un village entier de la carte? Parlons aussi du caractère insolite, hors norme de ce chantier. Un chantier bien évidemment avant-gardiste pour l'époque. Extra. Bonjour monsieur, Bonjour. enchanté Marion. Bonjour. À quelques pas de la carrière La Balingue, notre chemin croise celui de Patrice. Patrice, ce boulanger, fils de boulanger et beau-père de boulanger. Vous me suivez? Moi, j'ai repris la direction de l'entreprise parce que c'est une petite entreprise en 1991. Et puis, j'ai fait valoir mes droits à la retraite il y a 6 mois maintenant. Donc maintenant, c'est ma fille et mon gendre, tous les deux, qui gèrent l'entreprise. La boulangerie est toujours dans la famille. Toujours dans la famille, depuis 1951. Est-ce que, bien évidemment, dans les années 50, le tourisme ne se développait pas encore, mais 70, 80, par contre, là, il a pu s'asseoir. 75, c'est l'ouverture de la Lutine, parce que ça s'appelle la Lutine, si vous voulez. C'est un joli nom, la Oui, Lutine. je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi ça s'appelle la Lutine. Mais en 1975, il faut savoir que la forêt de Mervan avait vraiment le vent en poupe. C'est-à-dire que c'était la balade familiale dominicale des gens. Beaucoup des Rochelais. La Rochelle venait beaucoup en forêt de Mervan. Niort, tous les gens venaient en forêt, et notamment au 1er mai, qui était la journée où tout le monde passait la journée en forêt le 1er mai pour ramasser le muguet. Bien sûr. Et donc, la lutine s'est ouverte le 1er mai 75. Voilà. Alors, en avançant, là, je vois qu'il y a des petits lutins sur la pelouse. Je pense que c'est un symbole au nom de la boulangerie. Alors, pourquoi la lutine? Mon père était au courant de cette légende de sorcellerie qui disait que sur le lieu même de la Balingue, c'est-à-dire le lieu dit la Balingue, Où nous sommes, donc. où nous sommes, 9 chemins forestiers arrivaient à cet endroit-là, dans cette clairière, là, au milieu des pins sylvestres. 9 chemins forestiers arrivaient là, et la légende disait que le jour du 1er de l'an, ou le soir du 31 décembre plutôt, les 9 lutins arrivaient tout de blanc vêtus pour jeter des sorts à ceux qui avaient un petit peu abusé de la soirée. Voilà. C'est une belle légende. Qu'est-ce qui fait la réussite d'une brioche vendéenne? Alors, la réussite d'une brioche vendéenne, c'est d'abord évidemment les ingrédients. Aujourd'hui, plus ça va, plus on revient vers des ingrédients plus haut de gamme, voire bio presque, et certains bio carrément. Et puis aussi, c'est sur la durée, les temps de repos qui développent les... Alors ça, je ne dévoile rien, parce que tout le monde aujourd'hui sait ça. Et puis, tous les boulangers de Vendée sont certains d'avoir la meilleure brioche de Vendée, c'est normal. Mais tout le monde a un petit peu ce retour vers les temps de repos et ce qu'on appelle les temps de pointage, ou les temps d'après, temps de pointage, qui sont des temps de repos pour laisser développer les arômes aux produits. Voilà. Alors c'est long, mais c'est une réussite. Voilà, mais il faut du temps, autant, mais comme dans pas mal de choses de métier de bouche, il faut du temps pour donner de la saveur aux produits. Voilà. Dans la famille boulanger, je voudrais la fille. Et Patrice nous présente alors sa fille Marie, qui est aujourd'hui à la tête de cette merveilleuse entreprise familiale. Bonjour Marie. Bonjour. J'ai rencontré votre papa sur le chemin qui m'a parlé un petit peu de cette belle boulangerie familiale. Est-ce que c'est une évidence pour vous de reprendre la boulangerie familiale? Disons que je suis un peu comme Obélix, hein. Je suis tombée dedans quand j'étais petite. Forcément. Je suis née dedans. Avec un grand-père et un papa Voilà, boulanger. j'ai toujours été dans la boulangerie et notre temps libre, on le passait beaucoup dans la boulangerie. Et toute petite, je disais toujours à mon grand-père, un jour je travaillerai dans la boulangerie, un jour je te remplacerai, papy. Et puis, comme mon fils d'ailleurs aujourd'hui, hein, qui a 5 ans, c'est pareil. Ah, ça, c'est chouette. Et puis après, évidemment, on grandit, on devient adolescente. Et là, on refoule un peu tout ça. Et on se dit que non, parce qu'on se rend compte aussi de la difficulté du métier. Hein. Ça peut paraître tout beau comme ça de l'extérieur, mais c'est quand même le métier de boulanger. C'est un métier, on donne sa vie pour ça. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que j'ai toujours vécu dedans. C'est parce que mes parents étaient dedans tout le temps, donc voilà, je les accompagnais. Donc c'est sûr qu'à un moment donné de ma vie, c'était plus une évidence.
Mais c'est toujours resté dans un petit coin de ma tête. Mon mémoire de fin d'année, d'ailleurs, je l'ai fait sur la boulangerie, alors que j'étais dans une boîte de cosmétiques bio, donc ça n'avait rien à voir. Et puis voilà, et puis un jour, papa nous dit, bon, bah moi, il est temps que je pense à m'arrêter, donc qu'est-ce que tu veux ? Et puis on y a réfléchi avec mon mari, parce que c'était pas une chose qui pouvait se faire toute seule. Et oui, c'est la question que je voulais vous poser. Parce Non, que, ouais. voilà, aujourd'hui, c'est votre mari qui est le boulanger. Oui, tout à fait. Mais il n'était pas du tout de la profession. Et voilà, au bout de ces 2 années, on s'est dit, allez hop, on se lance. Puis ça doit être très touchant pour vous, à ce moment-là, vous, Oui. de voir votre papa transmettre à votre mari. Oui, tout à fait. Enfin, voilà, Oui, c'est des oui, moments oui. qui sont touchants. Et Ah, peut-être oui, oui. votre mari, plus tard, ou même encore votre papa, transmettre à votre fils. Oui, Si jamais voilà, ça il sera- souhaite être la 4e génération qui reprenne cette boulangerie. Oui, ça pourra être très touchant. Après, il fera ce qu'il voudra. S'il veut pas faire ça, c'est pas grave. Marie, merci. Est-ce qu'on peut aller jusqu'au fournil, vous croyez? Ah, bien sûr. Alors, je vous suis. Merci. Guillaume? Oui, Bonjour Guillaume. Enchantée Bonjour. Marion. enchanté. C'est Marie qui m'a proposé de venir jusqu'au fournil pour voir votre travail. Voilà. Pas de problème. On va juste regarder vos gestes et puis discuter un petit peu si vous acceptez. Écoute, je suis en train de façonner la brioche, donc je la pèse. Je la pèse en petits morceaux, en petits pâtons, on appelle ça, nous. Un petit pâton de 500 grammes pour faire des brioches de 500 grammes. Et on peut faire encore plus pour des mariages où on en fait en couronne. Oui, là, En vous faites couronne tressée. la grosse brioche Ouais. de mariage. C'est ça. Guillaume, Marie m'a confié tout à l'heure que toi, au tout départ, tu n'étais pas boulanger. Et non. Ouais, j'étais commercial, on va dire. D'accord, commercial. Et alors Et je suis tombé amoureux de la fille du boulanger, donc... Et de la boulangerie, apparemment, également. Mais voilà, après, c'est des métiers passionnants. Quand on met les doigts dedans, ça devient... si on aime faire plaisir aux gens, Ouais, voilà, c'est la question que je vais poser. on prend vite goût à ces métiers-là. Ils sont pas faciles, certes, mais, Non, c'est des métiers physiques. mais qui sont plaisants pour plein de choses. Qu'est-ce qui te plaît, justement? C'est ce travail, c'est ce façonnage du pain, de la brioche, des pâtisseries, ou c'est cette relation avec le client que tu peux avoir aussi après? C'est un peu tout. C'est un peu tout. C'est d'une part, oui, voilà, faire plaisir aux clients, le relationnel avec les clients, et puis c'est un travail assez sain. On sait pourquoi on se lève, on sait pourquoi on transpire un peu, et on essaie de faire du mieux qu'on peut tous les jours. Et puis voilà. Puis quand le client est content et qu'il nous le dit, c'est la meilleure des récompenses. Ouais, c'est la meilleure des récompenses. Let's go. Mettons la main à la pâte. Sous l'œil bienveillant de Guillaume, me voici prête à pétrir et à façonner de savoureuses brioches. J'adore. L'odeur, les arômes. Il y a un mélange de plein de choses. Du beurre, bien sûr, puis de la farine, de la levure, et enfin, plein de petits éléments appartenant au secret de famille. Guillaume va vite, il va même très très vite. Il a le geste, le coup de main. Assurément, il détient un sacré savoir-faire. Merci, chef. On revient quand? Et nos boulangers remplissent nos sacs de nombreuses douceurs, du pur bonheur. Quelle générosité. Marie, Guillaume, Patrice. Tout simplement, un immense merci. Marie, un petit cadeau, notre passage à la lutine. Voilà, comme ça vous pourrez la garder. Ouais, on va l'afficher dans la boulangerie. Oh, ben c'est gentil. Ouais, c'est gentil. Très bel été en tout cas. Ben oui, merci. Merci beaucoup. Et merci d'être venu nous rendre visite. Et longue vie à la boulangerie La Lutine. Merci. Au revoir. Toujours en forêt, continuons le GR. Destination Pissat, et nous espérons fortement atteindre Fontenay avant la nuit. Tiens, quelqu'un. Bonjour. Bonjour. Vous êtes du coin? À peu près. De la région? En fait, j'habite à Vouvant, mais je viens me promener par ici. Vous vous appelez? Marie? Enchantée, Marie, Marion. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Oui, bien sûr. J'ai une question, qu'est-ce que tu es en train de faire? Eh bien, quand je me promène, j'aime bien ramasser les déchets que je vois par terre. On a toujours le choix entre se plaindre ou agir. Bon, bah, je préfère agir. C'est chouette, c'est très chouette.
On peut s'installer un petit peu avec toi, Marie? Bah oui, il n'y a pas de souci, au Ça marche? contraire. Donc tu dis que tu es du coin? Ouais. Tu es de Vouvant? Oui, Tu fais quoi dans la vie? je suis guide touristique. Ah, intéressant, une guide touristique. Oui. Je me suis installée dans la commune de Vouvant parce que c'est une commune que j'aime beaucoup et j'ai envie de la faire découvrir aux visiteurs. Et j'aimerais beaucoup faire découvrir les alentours aussi, dans un rayon à peu près de 15 km. Donc d'où ta présence aujourd'hui ici? Exactement. Je crois, d'après les cartes, que nous sommes sur Pissotte, c'est ça? Oui, c'est ça. Aux confins de la forêt de Mervent. Ouais, en fait, j'étais en visite de repérage aujourd'hui. Ah, visite de repérage. Qu'est-ce que tu appelles visite de repérage? Bah, en fait, quand on est guide touristique, on emmène un groupe pendant 1 heure. Moi, je les emmène pendant 1 heure et demie parce que j'aime bien passer du temps. Mais avant de faire cette visite avec un groupe, il faut repérer un peu les lieux, repérer s'il y a des tables de pique-nique, par exemple, où sont les chemins, est-ce que c'est chaotique, est-ce que c'est long, est-ce qu'il y a des abris pour le soleil. Donc, je vais régulièrement faire des visites de repérage dans le coin pour pouvoir faire un parcours qui soit vraiment adapté aux visiteurs. C'est chouette ça. Alors, ici, là où nous sommes, tu as déjà fait ton action de repérage? Tu as déjà repéré des Ouais. petits endroits? J'ai repéré un petit sentier, c'est une amie qui m'a fait découvrir. Oui. Et il y a un sentier qui est vraiment adorable, très calme, très apaisant, reposant. Et au bout de ce sentier, il y a un petit sanctuaire pour les salamandres. Donc ça m'intéresse de faire découvrir ça aux visiteurs. Et puis j'ai vu qu'il y avait un musée de la magie aussi. Pas loin d'ici. Oui, Alors, Marie, est-ce que tu accepterais qu'avec Stéphane, on fasse tes cobayes pour ta visite de repérage? bah pourquoi pas. Bien alors Marie, là donc nous sommes sur ce petit chemin qui va nous amener Jusqu'à l'auberge du Pot Bleu. D'accord. Ouais, en fait, c'est une auberge. Il y a un gîte et 2 chambres d'hôtes. Ok. Et il y a peu de monde qui savent dans le coin qu'il y a aussi un musée de la magie. C'est dans la salle de réception, en fait. Il y a des affiches sur un mur qui présentent un peu les spectacles de magiciens. D'accord. Et puis, il y a aussi quelques accessoires de magie. Alors toi, comment se passe ton travail? Comment tu organises tes visites? Tu repères des petits endroits atypiques comme ce musée de la magie ou ce lieu qui est hors de tout chemin touristique sur Ouais. Pissotte? En fait, parfois, il faut savoir faire de ses faiblesses une force. Et moi, l'histoire, c'est pas du tout mon fort. Donc, j'ai choisi de m'intéresser plutôt à l'histoire des gens. Alors, je pars à la rencontre des gens qui ont un commerce, un hébergement, qui sont membres d'une association. Et puis, je discute avec eux. Et l'idée, c'est de permettre aux visiteurs que j'emmène de faire rencontrer ces gens-là qui œuvrent pour un lieu, qui œuvrent pour une commune. Et pourquoi? Parce que ça permet de s'ouvrir aux autres. Et toi, c'est une valeur qui t'était chère, que tu souhaitais vraiment faire transmettre. Mais Ouais. c'est pas simple, parce que transmettre l'histoire d'une église, on apprend, et après, on raconte une histoire Ouais. à un groupe. Sur une personne, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, mais c'est ça qui est beaucoup plus beau. Ah, parce que alors toi, dans ces cas-là, comment tu prépares ta visite? C'est-à-dire que tu rencontres les gens. Ouais. Tu dois passer énormément de temps à faire ça, Ouais. parce que tu ne tombes pas forcément sur les bonnes personnes. Oh, en général, si. Bah, c'est ce qui me plaît beaucoup dans le travail aussi. On se rend pas compte, mais les gens n'ont peut-être pas forcément l'habitude qu'on vienne leur parler. Mais souvent, quand on brise la glace, on tombe sur des personnes formidables. C'est une chouette démarche, en tout cas, que tu mènes. Merci. Tu as une petite entreprise, une association? Comment Oui. ça se passe? J'ai monté une micro-entreprise qui s'appelle Vouvant et moi. Ah, joli nom. Donc, effectivement, tu nous disais que Vouvant était quand même ton fief. Ouais. Tu y es né. Non, je suis originaire de la commune juste à côté. Alors, qu'est-ce qui explique ton amour voilà, pour Vouvant, au-delà, bien sûr que c'est une cité formidable. Alors là, c'est toute une histoire. En fait, je suis née à Fontenay-le-Comte. J'ai grandi à Antigny. Et quand j'étais petite, en classe primaire, on allait faire des sorties scolaires. Il y en a une qui était prévue à Vouvant, avec Béatrice Ripaud, qui était guide touristique à l'époque et qui racontait la légende de Mélusine. Et ça fascine quand Ah oui. on est enfant et Petite qu'on fille, entend en parler plus. de cette fée qui est mi-femme, mi-serpente, et puis de ses enfants qui étaient un peu tous difformes ou monstrueux. Et ça, à ce moment-là, déjà, ça m'a fascinée. C'est un village qui est rempli de créativité, qui a une énergie très, très positive, qui est ressourçante. Et ça fait du bien d'y revenir. Donc j'ai fait des études assez loin. Je suis allée à Angers, à Poitiers, à Rennes, à Lyon.
Mais tous les étés, il fallait que je revienne à Vouvron. Alors Marie, quand on t'a rencontré tout à l'heure sur le chemin, tu étais en train de ramasser des déchets voilà, que les gens avaient laissés. C'est important pour toi, toutes ces questions environnementales, parce que là, tu viens juste d'en parler. En fait, je m'y intéressais vraiment pas avant. Et puis, je pense peut-être simplement avec les années qui passent et puis d'observer le monde et comment il fonctionne, je me suis dit que je pouvais peut-être pas faire grand-chose, mais je pouvais peut-être simplement faire ma part. Et c'est aussi pour ça que j'ai lancé ma micro-entreprise. Je ne vais pas pouvoir changer le monde, mais je peux peut-être changer juste ce qu'il y a tout autour de moi. Est-ce que cette dimension-là peut faire que ton entreprise est bien différente des autres aussi? Tu marques la différence par rapport à d'autres guides qu'on peut croiser ou qu'on peut rencontrer? Eh bien, il y a un certain tourisme qui est traditionnel, qui va faire connaître des lieux qui sont incontournables. Et puis, il y a un autre tourisme qui se développe aussi, qui s'appelle le slow tourisme. Et ça, le slow tourisme. Qu'est-ce que c'est? Si on traduit en anglais, ça donne le tourisme lent. Et le principe de ça, c'est de prendre le temps d'observer la nature, prendre le temps de ressentir l'environnement, ce qui nous entoure, ressentir des émotions, découvrir un endroit avec tout son corps, pas juste avec ses yeux. Et puis... éveiller les 5 sens, oui, en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Et au moment où tu vois justement que les gens qui ont choisi tes services, tout leur sens d'éveiller, toi, ça t'apporte quoi? Eh bien... C'est une question difficile. En fait, c'est peut-être un peu long à expliquer, mais ça fait presque une dizaine d'années que j'ai laissé tomber les résolutions de premier de l'an. Oui, voilà. Moi, je pars du principe qu'en général, les résolutions, on ne les tient pas. Donc, ça fait presque une dizaine d'années que tous les ans, je me donne un thème sur lequel je réfléchis pendant une année complète. Et mon thème cette année, c'est revenir à l'essentiel. Intéressant, mais vaste sujet quand même. Ouais, mais en fait, c'est aussi revenir à quelque chose de plus simple, à une consommation plus simple. Et puis, trouver ce qui est vraiment important dans une vie. Et ça ne va pas forcément être le travail, l'argent, ce qu'on possède. Ça va plutôt être qu'est-ce qu'on est capable de développer comme qualité, comme aspect de sa personnalité. Comment est-ce qu'on peut continuer à avancer sur notre chemin? Où est-ce qu'on est rendu par rapport à avant? Et puis voilà, qu'est-ce qu'on peut faire à son niveau proche, en fait? Quel sourire, quel regard! Un vrai bonheur, cette Marie. Bienveillante et attentionnée, Marie a un cœur énorme. Énorme! Sa générosité ne trompe pas. Voyez sa philosophie, admirez sa manière de penser, une force de caractère à part entière. À l'origine d'une entreprise, joliment appelée Vouvron et moi. Marie, jamais nous n'oublierons notre rencontre. Nous te souhaitons tout le meilleur pour la suite. Marie, ça y est, je retrouve mon chemin. Donc il ne me reste plus qu'à te remercier. Et surtout... J'ai un petit cadeau pour toi. Oh, c'est gentil. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un petit marque-page si jamais tu veux venir à Vouvron. Ah, écoute, vraiment avec plaisir. Ça me fait plaisir de les offrir. Marque-page éco-responsable à planter. Voilà Marie, une petite photo souvenir de notre rencontre, comme ça tu peux la garder. Ok, merci. Merci beaucoup. Et puis à bientôt peut-être. Ravie d'avoir fait ta connaissance. Merci, À une au revoir. prochaine. À l'orée de la forêt, arrivons au niveau du lit de la Vendée. Suivons son cours pour enfin gagner la ville. Et voici Fontenay. Fontenay, ville d'art et d'histoire. Fontenay, ville renaissance. Bref, suivons toujours notre rivière. 20 Pissade, cave. Ça doit être la bonne adresse. Bonjour. On peut rentrer? Bien sûr, entrez. Nous sommes bien au domaine Courrier. C'est le domaine Courrier. Écoutez, formidable. C'est la bonne adresse. Alors, on a eu votre adresse grâce à notre petit guide et qui nous a bien décrit un petit peu le pourquoi du comment de cette cave. Et on souhaitait vraiment vous rencontrer pour en apprendre davantage. Très bien, mais écoutez, bienvenue à Pissotte, Merci. qui est le nom du village et le nom de l'appellation AOC, fief vendéen Pissotte.
grâce à un ami, en fait, un soldat anglais qu'il avait hébergé ici pendant la guerre Oui. et qui, une fois retourné à Londres, s'était installé comme négoce en vin. Donc les choses se faisant bien, finalement, mon grand-père envoyait des barriques de bon blanc, on appelait ça comme ça à l'époque, des grosses barriques de 400 litres de ce D'accord. style. Il envoyait ça à Nantes, ça partait en bateau jusqu'à Londres Forcément. et c'était mis en bouteille et étiqueté à Londres. Alors, bon, l'histoire dit qu'il servait aussi un petit peu la cour royale, forcément. C'est vrai. Mais en tout cas, il renvoyait des bouteilles ici pour le marché local. Alors, on voit bien, génial. jusque dans les années 60, hein, ça s'appelait comme ça, Vintage 1960, à une époque où donc il n'y a pas d'appellation, justement, vin blanc de pays du canton de Fontenay-le-Comte. Tu peux dans une bouteille by Robert James, à Grape Street en plus. Donc le nom portait bien la référence. Avec une étiquette qui était faite par un moine trappiste, ami de la famille. C'est en fait. vrai. Voilà, d'autres histoires là-dessus. Quel est votre prénom? Mathieu. Pardon, je ne me suis pas présenté. Mais non, non, non. C'est vrai. Mathieu, est-ce qu'on continue l'histoire ensemble? Vous acceptez? Oui, bien sûr, oui, bah, c'est peut-être l'occasion d'aller faire un petit tour dans la cave. Écoutez, je vous suis, avec C'est une des plaisir. plus anciennes caves de Vendée, finalement. C'est vrai? Ouais. Alors, avec plaisir. Donc tout s'est toujours joué ici. Voilà, dans ces murs, en fait, qui sont plus que centenaires et qui abritent maintenant la cave et toute la récolte de pissottes, des vins de pissottes. Et cette cave, la maison de maître qui est aussi à côté, c'est votre grand-père qui a construit tout cet espace ou il l'a repris Ils l'ont repris. Ils l'ont repris. Oui, oui. Elle a été rénovée déjà. C'était dans les années 50. Hein, après, ils sont installés. Il y avait 2 familles dans la maison. Et donc, c'était mon grand-père et son frère. Bon, ils se sont séparés après. Et le frère de mon grand-père est parti s'installer dans un autre vignoble en Bordelais. Quels sont vos cépages, Mathieu? Alors, pour les blancs, on est surtout sur du chenin Oui. et chardonnay. D'accord. Et les rosés rouges, alors c'est gamay, pinot noir, cabernet franc. Il y a même du cabernet sauvignon. La négrette, qui est un des vieux cépages locaux, faites en la fait. négrette. Voilà, ouais, on l'a remis un petit peu au goût du jour. Parce qu'important, Avec parce une qu'effectivement, sélection, et avec les collègues et tout ça, on va Bien mettre en sûr. place une sélection vendéenne qu'on pourra Ouais. multiplier après et avoir notre... Même si elle est autochtone, hein, parce qu'on a fait ce qu'on appelle une sélection massale. On a récupéré plein de plants de négrette un petit peu partout sur le département D'accord. pour sélectionner après, sur plusieurs années, les meilleurs éléments et plus qualitatifs et les multiplier par la suite. Alors, C'est une très longue, intéressant c'est une cette histoire aussi. Oui, il y aurait tout un travail aussi là-dessus, et c'est parce que c'est longue haleine, quoi. Voilà. Ouais. Et j'utilise des barriques faites avec du chêne, c'est le chêne Cécile qu'on peut voir dans la forêt de Mervan. Et donc j'utilise le bois local pour faire l'élevage de 2-3 cuvées de vin. C'est un vrai dédale hein, quand même. Oui, voilà, c'est un peu le labyrinthe, mais bon... Ah, c'est on s'y extra. retrouve. Ah bah là, on est au 100 en fait. hein. Voilà, ça c'est une des dernières rentrées 2020 qui vient de Mervan, justement. Voilà. Ouais, c'est un petit trésor là quand même. C'est un bois qui est très très bien en plus parce qu'il a un grain très fin, très serré et qui se prête bien finalement à la fabrication de tonneaux. Il a longtemps été méconnu, peu utilisé et surtout utilisé de façon neutre en fait. Il était utilisé comme étant du bois de France, quoi, voilà. Alors quand j'ai eu cette proposition-là, je dis oui, ça m'intéresse, Bien sûr. ce truc, mais vous me certifiez que ça vient de la forêt locale et puis... Et Mathieu nous invite alors à l'ombre de ce merveilleux cèdre. Un arbre vieux de 150 ans qui pourrait même être l'emblème de la famille Coirier. Ici, les générations passent, les valeurs sont bien transmises, à savoir tradition, équilibre, respect des choses de la vie. Comme beaucoup de jeunes de la région, on tente quelque chose d'autre, mais on C'est aime vrai. bien revenir rapidement aux racines, quand c'est possible, professionnellement bien sûr. Voilà, donc moi j'ai coupé net à un moment donné pour revenir ici. Mais je n'étais pas formé. Et la viticulture demande aussi beaucoup d'investissement de tout ordre. Donc il a fallu que je fasse des formations pour adultes après, que j'aille travailler dans l'Anjou, faire différents stages et différents postes. Et je suis revenu pour m'installer officiellement en créant un GAEC familial avec mon père du coup et ma mère en 2002. Il y a un retour, ce qu'on n'avait pas forcément à notre époque, mais on observe maintenant un espèce de retour aux sources, un besoin de plus en plus de jeunes vers le côté culture, le fait de créer des choses, toujours en respectant donc, la nature, parce que c'est important. Et voilà Mathieu, je t'offre cette photo. Merci Marion. Voilà, comme ça tu te rappelleras de notre passage. Ah, c'est sympa. Ici à Pissotte, je te souhaite un très bel été.
Également, et bonne visite, beau parcours. Et longue vie au domaine Poirier. On va suivre l'affaire. Merci. Merci beaucoup, au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Ça y est, on vient de sortir de Cher. J'approche de la Vendée. Alors, au bord de la Vendée, Laurent nous attend puisque j'ai pris rendez-vous avec lui pour une initiation de pêche flotte-tube. Laurent? Salut! Salut Laurent! Marion, T'as fait bonne route? très bonne route. Tu peux fatiguer par la chaleur, donc... Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui il fait vraiment chaud. alors, je pense qu'il y a une Mais petite tu vas voir, sensation, je vais te donner un petit peu de fraîcheur sur la rivière Vendée. Là on est sur Chais, sur la commune de Chais, donc on est un petit peu en aval de Fontenay-le-Comte. Ouais. Rivière Vendée qui fait à peu près 80, je crois, 2 km. Qui passe par notamment les lacs de barrage, Ouais. que ce soit le Xanton-Chassenon ou le barrage de Mervan. On l'a vu hier, Et qui justement. se jette dans la Sèvre. Depuis 2005, j'initie un peu les gens à la pêche. Depuis 2005. Depuis 2005, ouais. Alors le flotte tube, pas depuis 2005 parce que c'est relativement récent quand même en France, mais sur les techniques de pêche depuis 2005. Donc là, ce que je vais te proposer aujourd'hui, c'est d'abord une initiation flotte tube, tu vas voir. Et puis après, je vais te faire un petit peu, notamment t'as jamais pêché non plus. Non plus. Donc je vais t'apprendre à lancer d'abord. Et puis après, on verra cerise sur le gâteau, peut-être le poisson. Ok. Laurent, quel bonheur d'être là sur la Vendée. T'as vu? C'est extra. L'association de fraîcheur là qui arrive. Et puis tu verras que voilà, tu approches facilement la nature, notamment les oiseaux. Si on a la chance d'en voir quelques-uns, bah, tu verras qu'on peut les approcher de très près sans les effrayer. Tu as d'abord découvert le flotte tube et ensuite la pêche. Non, je pêche depuis l'âge de, je pêche depuis l'âge de 10 ans. J'ai connu les flotte tubes, je pourrais même pas te dire quand, mais je te dirais, il y a au moins une vingtaine d'années, les premiers flotte tubes, qui étaient complètement différents des produits ceux-là. qu'on utilise aujourd'hui. C'était pratiquement même, je te dirais, des bouées. À la base, c'était beaucoup, alors il me semble, mais beaucoup les Américains, notamment les pêcheurs à la mouche. C'est venu un petit peu de là. Et puis après, c'est arrivé en France. Et en France, ça a mis du temps un petit peu parce que tu sais, au départ, quand j'utilisais le flotte tube, les gens notamment qui se promenaient là sur le bord de la Vendée, ils s'arrêtaient, ils me posaient des questions. Qu'est-ce que c'est que ça? Tout le monde était vraiment surpris de voir quelqu'un assis, comment vous avancez, comment vous faites. Et puis je te dirais qu'aujourd'hui, voilà, ça s'est démocratisé et beaucoup de jeunes en ont parce que ça prend pas de place. Tu peux le mettre dans un sac de transport Bien sûr. et tu peux le ranger facilement dans une maison, donc ça prend pas de place. Assez parlé. Passons désormais aux choses sérieuses avec une initiation à la pêche. Pour tout vous dire, j'étais tellement bien à profiter de la fraîcheur de la rivière et surtout à écouter ce passionné que je n'ai pas vraiment réussi à me concentrer sur le poisson. Tant pis, nous reviendrons pour choper le brochet. Quoi qu'il en soit, merci Laurent, merci pour cette balade, un pur moment de bonheur. Merci aussi pour tes mots, authentiques, sincères, tout ce que nous aimons. On est bien, hein. On est bien, hein. Laurent, en tout Merci. cas, un immense merci pour ton accueil, pour ton aide. Bah écoute, Bel été bel été. et merde pour la pêche surtout. On peut le dire? Ah oui. Alors on le dit. À bientôt Laurent, salut. Écoute, à bientôt. Voilà, il est 6 h. Le soleil commence juste à se lever. Nous sommes toujours dans le marais Poitevin. Et maintenant, nous allons rencontrer quelqu'un qui va nous faire découvrir Montgolfière.
Si le voyage incite au rêve, un vol en montgolfière demeure inoubliable. Libre comme l'air, nous survolons ces dédales de canaux. Un paysage insolite qui taquine forcément notre curiosité. Mais où sommes-nous exactement? Chut. Écoutons Damien. Ça fait longtemps que vous faites ça? 30 ans. C'est vrai? Oui, 30 ans pour 30 ans le 2 octobre. avec les montgolfières du bocage. Oui. Un montgolfière de bocage, 20 ans. Et j'ai fait associer au bout de 10 ans de vol. Et comment vous êtes tombé dans la montgolfière? En lisant 5 semaines en ballon de Jules Verne, quand j'avais 12 ans. Voilà. En même temps. Voilà. Génial. Et ça vous a tout de suite donné envie Ah ben oui. d'apprendre? Ouais, bah, disons, bah, à l'époque, donc ça c'était en 72, il n'y avait pas de montgolfière, parce que les montgolfières, c'est... Ouais, je disais que les montgolfières, c'est pas si vieux que ça. C'est revenu en 1976 en France. Bon, ça date de 1783, mais c'est revenu en 76 et aux États-Unis 72. Avec les tissus nylon, les brûleurs à gaz. Oui, ça avait été abandonné parce que c'était trop compliqué. Bien sûr. Grosse pensée pour les frères montgolfiers quand même. Quand ils ont volé, eux, leur combustible, c'est de la bouse mélangée à de la laine et de la paille qu'ils faisaient sécher. C'est vrai? Ah oui. Punaise. L'odeur devait quand même être particulière. Et donc la matière... Et c'était du taffetas autrefois. C'était du taffetas. Ouais, et maintenant c'est du nylon. Nylon, le bas c'est du Nomex, c'est un tissu qui ne brûle pas. Oui, donc je comprends pourquoi la montgolfière a été abandonnée pendant des décennies et des décennies. Oui, c'est revenu au goût du jour. En 72, c'est les Américains qui ont mis ça au goût du jour. Grâce au nylon. Au nylon. Ouais. Et comment on apprend? Avec des instructeurs. Donc, moi, mon instructeur il était de Nantes, il allait faire la saison sur le Périgord, donc j'ai appris dans le Périgord et puis ici sur le coin. J'ai fait mon premier vol en solo ici, là, sur le Marais. Et alors, ah oui, ben là, on part, on dit bon, on est tout seul. Hein. les sensations à ce moment-là devaient être Ouais, énormes. ouais, quand ah même. On a la On a Vendée, le on a Marais, Bruyère, la là, il y a plaine. quand même des belles demeures en dessous, là. Ouais. Et puis là, bon, on a le Marais devant nous, quoi. Puis après, le Marais, c'est pas si large que ça, vous voyez, on voit que de la plaine. Hein. Le Marais, c'est des bandes, hein. Hop, si vous suivez les cours d'eau, bah, ça paraît immense, mais si vous coupez en travers, c'est très étroit. Hein. Et qu'est-ce que vous aimez lorsque vous êtes dans une montgolfière? Bah, c'est que c'est toujours l'aventure, parce qu'on ne sait jamais où on va se poser. Ça, et quand on part, on ne sait même pas où on va, parce que vous voyez, ce matin, par rapport à la prévision, ça n'a rien à voir, les vents. Décidément, il aura vraiment marqué notre aventure, ce Jules Verne. Mais rappelez-vous ce rayon vert précédemment compté par Olivier. Et voici aujourd'hui Damien. Damien a jamais marqué par ce roman du maître, 5 semaines en ballon. Une lecture et bam, un choix de vie. c'est excellent. Comment? C'est excellent. Ah. Ouais, bon. Et je sais pas comment vous faites, ceci dit. Non, non, ça va être tranquille. Moi, je trouve ça génial. Non, souple sur les genoux. Souple sur les genoux. Ah, purée. Faudrait que vous veniez derrière moi, parce que là, je vais pas y arriver tout seul. Attendez, je vais vous aider. Vous parce que- tirez, voilà. On va pas s'en sortir. Ouais, vous le tirez pour ramener le ballon là-bas.
Parce qu'on peut. Hein. Ah putain de musique. Hop, c'est bon. Je crois qu'on est bon Là, là. c'est bon. Vache. Tel Samuel Ferguson, héros du Grand Jules, Damien nous a permis d'explorer autrement notre jolie terre. Vraiment, ce spectacle du Marais, vu du ciel est magique, magique. Merci encore l'aventurier et bon vol. Là, vraiment, l'expérience valait vraiment le détour. Un chouette moment qu'on vient de passer. En revanche, le temps commence à se gâter un peu, donc on va vite fait partir sur Maizet. L'église Saint-Nicolas de Maizet, placée comme il se doit sous la protection du saint des bateliers, elle fut édifiée au XIIe siècle. Le XIXe siècle l'a restaurée un peu cavalièrement, mais elle conserve un portail roman remarquable où des oiseaux de fantasmagorie et des acrobates se disputent la vedette. Effectivement, on les voit bien là. C'est chouette. Ce qui est super sympa à Maizet, c'est toutes ces petites venelles qui traversent le bourg, qu'on ne voit pas, mais qu'il faut vraiment traverser pour bien comprendre comment le village s'organise. Mais qui est cette Fanny? En sortant de Maizet, ce panneau attire toute notre attention. Avançons donc. Ça y est, l'orage est désormais bien loin. Tiens, des chevaux, un petit chien. Continuons. Bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Oui, ça va et vous? Quel est votre prénom? Fanny. Bonjour Fanny, moi c'est Marion. Est-ce qu'on peut se Enchantée. tutoyer? Bien sûr Marion. Fanny, les panneaux sur le coin de la route m'ont un petit peu interpellée. J'ai vu roulotte de l'abbaye, restaurant chez Fanny. Où est-ce que je me trouve? Je vois des chevaux, je vois des calèches, effectivement. Là, un restaurant. Alors en fait, on se trouve vraiment aux roulottes de l'abbaye, puisque c'est la base du projet, c'était les roulottes de l'abbaye. Oui. Donc c'était des balades en calèche, des séjours en roulotte, et puis donc il y avait des roulottes fixes aussi sur place. On a démarré en 2010 et on travaillait l'été en Vendée et l'hiver en Haute-Savoie, à Voria, sur la station de sport d'hiver, où on était taxi traîneau. Avec les calèches, on faisait beaucoup des départs de Coulon, d'Arcet, de Danvix, mais finalement très peu d'ici, alors qu'on avait quand même beaucoup investi sur le site. Un superbe espace. Voilà. Tu acceptes de me le faire découvrir? Oui, Fanny? bien sûr, on y va. Je te suis alors. Donc là, on a toute l'activité équestre. Oui. Et comment es-tu arrivée au restaurant? Alors en fait, on a commencé à monter ce bâtiment parce qu'on faisait tous les ans la fête du cheval de trait. Oui. Et on accueillait quand même beaucoup de monde, puisque la dernière fête, on a accueilli jusqu'à 800 personnes. Ah oui, quand même. Voilà. Et moi, comme j'avais un petit peu des bases dans la restauration, je proposais des repas. Donc j'ai fait jusqu'à 220 couverts. Et à chaque fois, il fallait faire venir des tivolis, louer des choses et tout. Et on a récupéré ce vieux séchoir à tabac que Jérôme a monté lui-même de ses propres mains. Ouais. Jérôme, c'est ton mari? C'est ça. Ouais. D'accord, ok. Ouais. Très bricoleur, heureusement d'ailleurs. Oui, heureusement, parce que ça te fait un espace magnifique. Donc on a commencé par ce bâtiment-là, puis après on a mis le petit saloon, histoire de dire on fera une buvette, ça serait Carrément. sympa, ça reste dans le thème cow-boy. Et donc l'année dernière, quand on a arrêté à Voria, j'ai touché un petit héritage qui m'a permis vraiment de me lancer dans la restauration. Toi, c'est ce qui te plaisait, projet qui me Fanny? plaisait, oui, depuis que je suis toute petite. Hein. Mais j'avais jamais travaillé vraiment en restauration, je ne savais pas gérer, donc j'ai dit on verra bien ce que ça donne. Et puis ça a quand même pas trop mal marché, hein, donc j'ai ouvert juillet-août l'année dernière. Oui.
Et j'ai une clientèle très locale et des gens qui reviennent régulièrement. Donc on est très contents. Une clientèle qui va te faire vivre. C'est ça. Voilà, ouais. très intéressante, à laquelle tu vas pouvoir t'attacher. Qu'est-ce qui te plaît dans la restauration, Fanny? Déjà, j'ai la chance d'avoir une cuisine ouverte. Donc je vois les gens, je ne suis pas enfermée dans ma cuisine. Et puis moi, je suis polyvalente. Hein. Je fais le service, la plonge, le bar, la cuisine. Et puis voilà, j'arrive le matin. Par contre, oui, l'inconvénient, c'est que les gens me demandent toujours qu'est-ce qu'on mange. Et moi, je ne sais jamais ce qu'on mange. C'est-à-dire, c'est un peu comme à la maison, en fait. Je me lève le matin, je dis ah ben tiens, j'ai envie de cuisiner ça, ben, je vais faire ça. Et Jérôme, lui, reste toujours sur les chevaux. Voilà, Jérôme reste sur les chevaux. Du coup, il s'est fait remplacer par un collègue d'Avoria, donc qui va travailler en partenariat avec lui cette année. Et sa femme, elle, qui vient m'aider en restauration. Ah, voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez fait venir des gens d'Avoria, des Alpes, s'installer dans le Marais Poitevin. Voilà, on a rapatrié la Haute-Savoie en Vendée. Et la Haute-Savoie a accepté de se déplacer en Vendée. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient qu'on était des gens sympas en Vendée. parce que le projet les intéressait aussi. Ils nous ont suivis sur les réseaux sociaux. Après, ils ont découvert les tipis, enfin toutes les idées qu'on avait. Et puis, ça leur a plu, quoi. Donc voici Jérôme, mon mari. Le fameux Jérôme bricoleur, qui a monté le restaurant de ses mains. Bravo Jérôme. Merci. Donc le cavalier. Voilà, la petite Lily qui monte depuis des années. Salut Lily, je crois que c'est la première fois quand même que je vois un petit chien cavalier. Mais il y a plein d'animaux dans cette ferme. Ah oui, on a des chèvres, des moutons, des paons. Fanny, je ne veux pas abuser de ta gentillesse, mais est-ce que tu crois que c'est possible de réserver une table pour ce sûr. midi? C'est vrai? Oui, il n'y a pas de souci. Je vous inviterai dans les mines d'or à la découverte des pupilles d'or. Fanny, je te remets donc la petite photo. Ah, merci. Faut que tu te rappelles de notre passage. Super. Voilà, accroché dans le resto, j'espère. Ah, oui, avec plaisir. Et puis on se dit à ce midi alors. Très bien. Merci à vous tous. À tout à l'heure. Vendéens et Savoyards, maraîchins et montagnards, qui aurait cru que cette mayonnaise puisse prendre aussi vite et aussi bien? On aime ce genre d'aventure humaine, ces expériences de vie hors du commun. Bravo à vous. Il y a quelques jours, sur le chemin, quelqu'un nous a conseillé de partir à Puy-le-Tard pour y découvrir une meunerie apparemment insolite. Go Stéphane. Direction Nieul-sur-le-Tise. Mince, pas de moulin. Pas de moulin, mais bien le bruit d'un mécanisme. Approchez vite. Thierry? Bonjour Thierry. On ne se connaît pas? Bonjour. Marion, je viens sur les conseils de la boulangerie La Lutine. Bonjour Marion. Oui, c'est très bien. C'est un de mes clients. Mais je sais. Effectivement. Nous y sommes passés. Bien. On a parlé de beaucoup de choses, et dont de la farine. Voilà, de Nieul-sur-le-Tise. Mais c'est mon métier. Et justement, je suis très surprise parce qu'on m'a parlé d'un meunier, du travail d'un meunier, et moi je m'attendais à avoir un moulin. Voilà, alors ici c'est pas un moulin historique, c'est un moulin quand même, parce qu'on fabrique de la farine sur ce lieu, mais c'est pas un moulin historique. Comment tu es arrivé ici? Alors, ça c'est une histoire qui débute, je dirais en 1997. D'accord. Où j'ai proposé à une association qui gérait le petit moulin historique là, du coup, de la commune de Nieul, qui est situé à 200 mètres, là, qui est tout près, de faire une réelle production de farine. C'était un moulin qui était ouvert aux visiteurs, mais à l'arrêt. Donc j'ai proposé à l'association de le remettre en service. Il n'y avait pas énormément de travaux à faire pour cela. Et de démarrer, en parallèle de l'activité touristique, une réelle production de farine. Tu es originaire de Nieul aussi? Je suis originaire de la commune, oui. Donc ce moulin, tu l'avais toujours connu? J'ai toujours connu, effectivement. J'ai toujours connu. Donc c'était ce souhait de... Il y avait sûrement ça, oui. Ce moulin, quand j'étais enfant, effectivement, on passait devant, on voyait cette roue tourner. On va avancer un petit peu, Thierry, puis on va continuer cette chouette histoire. Depuis 2009, Thierry est à la tête de son entreprise. Une meunerie complètement atypique, fondée ici sur les bords de l'Autise. À l'origine céréalier, Thierry a tout appris sur place. Déjà, c'est un savoir-faire plein de valeurs, hérité de ses maîtres. Visite guidée. Alors ici, on a un trieur. Un système, on peut le montrer. Donc il sélectionne vraiment le grain de blé. Donc ce qui est plus gros est réceptionné dans les sacs et ce qui est plus petit dans les sacs avant. Le bon grain descend sur cette grille ici
et est remonté par un ascenseur, un élévateur à godet, qui reprend le circuit pour aller sur le moulin. Et voilà. Alors, c'est quelle céréale, Thierry, qui tombe? Alors là, c'est du blé tendre. Alors ce lot-là, c'est un blé tendre particulier, c'est un blé ancien. C'est un mélange de deux variétés qu'on appelle rouge de Bordeaux et rouge de Morvan. Qui provient d'où? Qui provient de Vendée. Donc ça y est, ça se remplit? Donc là, ça se remplit, donc on va redémarrer le moulin tout doucement. Donc vous voyez le système de distribution du grain dans la meule. Donc on a ce qu'on appelle cette pièce en bois qui est un auger qui percute sur cette came métallique. Ah oui, d'accord, ok. Ce qu'on entend, c'est le tic-tac du moulin. Longue vie au moulin de Puy-le-Tard. Parce que là, c'est vraiment On une va tout chouette mettre en aventure. œuvre pour. J'espère en tout cas. Et tu nous tiens au courant? Oui. Tu reviendras peut-être. Sait-on jamais? D'accord. À bientôt, Thierry. À Au bientôt. revoir. Au revoir. Nous voici de retour chez Jérôme et Fanny qui nous ont gentiment invités. Donc on va pouvoir enfin goûter leur bon petit plat fait maison. Les frites, voilà, qui est quand même la spécialité de la maison avec des bonnes pommes de terre du pays coupées avec amour et préparées. Et puis là, donc, une petite assiette de lasagne. Bon appétit! Sur le chemin, je repense à nos dernières rencontres. Fanny la cuisinière, Jérôme le cavalier et Thierry le meunier. Nos campagnes sont riches, notre marais l'est aussi, car il est peuplé d'êtres extraordinaires. Extraordinaires dans le sens où ils ont eu la force d'oser, oser pour gagner. Merci les amis. Empruntons ce chemin de halage. Voici le petit port de Bouillé-Cours d'Eau. Le canal de la Vieille Autise débarque à fond plat, idéal pour se poser. Reprenons notre carte. Voyons notre prochaine destination. Trouver. Traçons vers la petite ville de Benay. On a une odeur qui arrive jusqu'à nous, mais qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas ces fleurs. Alors, il y a une pancarte. Maison Sidonie Champagne, cosmétique naturelle et minimaliste. Ah, ça peut être intéressant. Bon, bah, on va rentrer et on va voir ce qu'il en est plus exactement. Bonjour, Sidonie peut-être? Oui. Bonjour Sidonie. Bonjour. Marion. Enchantée. Allez-y, Enchantée. rentrez. Elle a l'air sympa cette Sidonie. Le sourire, les yeux qui pétillent, pop pop pop, tous ces signes ne trompent pas. Bon, que se passe-t-il vraiment ici? On nous parle de cosmétique minimaliste, mais qu'est-ce que c'est? La maison Sidonie Champagne, c'est avant tout une histoire. L'histoire de ce petit bout de femme, un vrai tempérament, qui a tout fait basculer en 2007. Pourquoi? Depuis 10 ans, on a toujours fait très attention à nos contenants et à nos matières premières, qu'elles soient issues de l'agrobiologie, que des matières le plus possible locales. C'est pas toujours possible, mais on essaye de travailler avec des producteurs locaux et même l'imprimeur, il est local, voilà. Mais surtout, je vois là par exemple du savon au lait de chèvre. Ce sont Les chèvres Poitevine, D'accord. qui est une chèvre locale. Et on travaille également donc avec Mauve, la plus proche c'est Mauve, Mauve Ménard, de l'écurie du Marais. Qui élève des chèvres donc. Qui élève des chèvres et pas que. Donc Oui, elle est parce à Sainte-Christine, je ne sais pas si vous l'avez Eh bien, c'est là où on a réservé ce soir c'est pour pas vrai. dormir. Ah, mais, Si. c'est super. Et alors, ces shampoings, donc ce sont des shampoings solides, comme tu dis. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire qu'on passe directement le pain On sur se le mouille la tête et on passe directement le savon sur la tête. C'est très pratique. Ça va mousser, mais par contre, on sera très vite rincé. Il n'y a pas d'agent moussant, voilà.
pareil, D'accord. très économique, très écologique. Et pareil, je vois des pains pour la barbe, par exemple. On est sur le même principe, donc. Même principe, même chose. Là, on est vraiment que sur de la cosmétique solide. Après, en local, on a aussi, bien sûr, le lait d'ânesse. Bien sûr. Hein, il vient aussi, j'en ai aussi de chez Mauve, également. En fait, tu as tous les produits à moins de 10 km de chez toi, quasiment. Toute ta matière Une première. belle partie. Ouais, une oui. belle partie. Oui. Ben, en fait, les produits ils vont se créer comme ça. Hein, il y a une matière qui me plaît, qui me parle. Là, je vais la travailler. Hein, c'est aussi la rencontre avec la personne. On a envie de faire des choses ensemble, donc le produit va naître. C'est la deuxième fois, Sidonie, que tu utilises le mot rencontre. C'est important pour toi? C'est ce qui a permis de faire développer ton entreprise? Moi, c'est ce qui m'a vraiment inspiré dans toute ma gamme. C'est D'accord. que les rencontres. Ça, c'est chouette. Ouais. C'est le plaisir de rencontrer les gens, de discuter avec eux, de voir ce qu'ils font, m'intéresser à ce qu'ils font. Et là, la gamme, elle se fait naturellement. Donc, mélange d'huile de coco, de karité, d'huile d'olive et d'huile de tournesol. Tu avais une idée des proportions qu'il fallait au départ ou ça a été vraiment Non, en fait, c'est beaucoup de tests parce que le savon, il faut le travailler de façon à ce qu'il tienne dans la longueur, qu'il ne fonde pas trop vite, C'est ça. qu'il ne rancisse pas. Donc on n'utilise pas n'importe quelle huile, enfin surtout en proportion. Il y a des huiles qui sont beaucoup plus fragiles que d'autres. Donc là, en fait, on va faire un savon exfoliant citronnelle. Donc on va utiliser des graines de pavot qu'on rajoutera à la fin. Pour faire l'exfoliant. Pour faire l'exfoliant naturel. Et là, c'est des huiles essentielles de palmarosa et de citronnelle. D'accord, ok. Pour faire du savon, il nous faut aussi de la soude. Donc la soude, c'est ce qui va permettre de faire cette réaction pour faire un savon. On nous parle alors de palmarosa, de citronnelle. Sidonie réussit à éveiller tous nos sens par sa recette, mais on adore. Et la suite donc? Et après, on le couvre en fait pour qu'il garde bien sa chaleur. Et là, il y a la saponification qui va se faire naturellement. Là, ils vont rester 2 jours en moule. Comme ça, donc. Voilà. Donc la découpe, elle va se faire que après-demain. Et après, il sèche 4 à 6 semaines. Sidonie, un grand merci en tout cas pour cette expérience. C'était vraiment un chouette moment, enfin, très enrichissant. Que ça quand t'ait même. plu en tout cas. L'objet du quotidien que tu peux enfin fabriquer, c'est extra. Merci, on va prendre le chemin jusqu'à chez Maud. C'est ça. Je pense qu'on n'en a pas pour très longtemps à pied maintenant, donc merci beaucoup Merci. Sidonie. Au revoir Marion. Au plaisir de revoir. Et... Oui, avec plaisir vraiment. Au revoir. Au revoir. Maintenant, nous allons partir visiter Benay. Comment décrire le village de Benay? Si typique et pourtant si différent. Si typique avec ses maisons de pierre et ses toits de tuiles maraîchines, mais aussi si différent par l'état de conservation de son patrimoine médiéval. Toute blanche, l'église Sainte-Eulalie est un joli témoin. Voyez son programme sculpté? Assurément, les enfants sauront en tirer leurs plus belles histoires du soir. Pause de la journée, nous voilà arrivés à Sainte-Christine pour passer la nuit. Sainte-Christine en plein cœur du Marais poitevin, à la ferme pédagogique où nous reçoit Mauve, qui vient de me confier les clés de notre roulotte. Oui, Mauve, je t'attendais. Ouais, Marion, on va faire la traite. C'est parti, je te suis. Allez. Donc T'as là- déjà fait ça? Non, jamais. C'est une première. Je suis Excellent. pas sûre que tu es la meilleure apprentie, mais Bon, on va bien se je débrouiller. mettrai tout mon cœur en tout Voilà. cas. Alors les voilà. Les 3 mamans, les 3 ânesses. C'est ce lait qu'on a pu voir tout à l'heure chez Sidonie. Voilà. C'est Après, ça, hein. on l'emmène chez Sidonie pour qu'elle nous transforme en savon au lait d'ânesse.
Eh ben, Dacie est prête. Salut. Elle nous attend. Et hormis le savon, ce lait peut servir à quoi sinon? Ben, on peut le boire et c'est le lait le plus proche du lait de la femme. D'accord. Après, ça donne beaucoup moins de lait qu'une vache, donc forcément, c'est pas le même prix. C'est un lait qui est plein de vitamines. Très bonne qualité. Pour les gens qui sont allergiques, par exemple. Donc là, on est sur un baudet du Poitou. Alors, tu disais que c'était un conservatoire, c'est-à-dire qu'il y a... En fait, ça a failli disparaître, les baudets du Poitou, parce que en fait, leur boulot à l'origine, c'était de faire des mules avec les juments de trépeaux de vigne. D'accord. Et les mules a remplacé le tracteur. Il y en a plus... On n'utilise plus trop les mules dans les fermes. Et donc, du coup, les élevages ont été un peu abandonnés. Allez, pousse-toi. La traite, c'est 2 fois par jour pour les ânesses? Non, moi, je le fais qu'une fois. Après, ça dépend des gens. Donc, combien de litres à peu près elle peut te fournir sur une semaine? Elle fait à peu près 1 litre par jour. Alors, tu vas pouvoir venir la caresser, mais tu passes toujours devant pour t'approcher de la tête. Jamais derrière les fesses. Tu lui fais une petite caresse? Et voilà. Et ça, c'est quelque chose de quotidien. Tu récoltes à peu près cette même quantité de lait? Oui. Si je fais les 3, ouais, je vais avoir à peu près cette quantité-là. Là, il y a 3 litres. Je t'avais dit 1 litre par ânesse. Ouais, Il y en a qui font un peu plus, d'autres un peu moins. Un peu moins. Voilà. Donc on se retrouve demain matin pour les chèvres, c'est ça? Ça marche. C'est super. Merci Maud, bonne nuit. Avec plaisir. À demain. À demain. Merci. Bonjour, bonjour. On a un très joli soleil ce matin. Et je vous avoue que c'est pas désagréable de se faire réveiller en fait par les petits ânes. Donc on va se poser un peu, se prendre un petit déj pour être prête à repartir. Bonjour Marion. Bonjour Maud. Ça va bien? Bien, super bien dormi. Ah bah super, en plus vous avez le soleil pour le petit déjeuner? Exactement, on a pu prendre le petit déj sous le soleil. Puis maintenant, il n'y a plus qu'à. Ouais, je te mettre la main à la pâte. On fait la tournée des bêtes avant que les enfants fassent le tour en animation. Je fais toujours un petit tour, voir si tout le monde va bien, ouvrir aux enclos. Eh bien écoute, tu changes pas tes habitudes. Allez, nous y allons. On y va, c'est parti. On va commencer par les oies. Parce qu'on les renferme la nuit pour pas se faire manger par le renard, par exemple, ou la fouine. Alors, est-ce que tu entends? Oui, j'entends. Des oies? Ça va, t'as pas peur? Non, ça va. Bon, je te préviens, en ce moment, c'est la période où elles sont le plus vives. Eh oui. Ah bah oui, il y a tous les petits, d'accord. Tu comprends pourquoi en ce moment elles sont vigilantes, elles surveillent les bébés. Oui. Et alors? Alors on recule un petit peu parce que la dernière, tu vois, elle n'ose pas venir manger. Donc ça, c'est les oies grises du Marais, une race ancienne à très faible effectif qu'on essaye de refaire connaître en fait au public tout simplement. Qu'avais-tu oublié ces dernières décennies? Ouais, les élevages d'oies, voilà, il n'y en a plus beaucoup. Et à l'origine, nos anciens faisaient quoi de ces oies du Marais? C'est pour la consommation? Voilà, c'était pour la viande notamment, les plumes, le duvet. On valorisait tout en fait. Ah oui, c'est autrefois. ça. Voilà. Et c'est pour ça que c'est bien, parce qu'en fait, bien souvent, cette ferme du Marais Poitevin est limitée aux ânes qu'on a vus hier, aux petites chèvres. On ne sait pas forcément qu'il y a des oies, des poules de marins aussi. Tout à fait, ouais. C'est tout un conservatoire qui vit ici. Donc on a les oies grises, on a aussi les oies blanches du Poitou. En fait, la différence entre ces deux races qui sont locales, celle-ci était plus dans les fermes vraiment marais avec un objectif de nourrir la famille.
de pouvoir faire les couettes, etc. L'oie blanche du Poitou, qui va avoir des plumes très 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 blanches, très pures, était utilisée dans la mode pour les vêtements, les boas, etc. Donc, ils pouvaient vendre ces plumes. Exactement. Tous les matins, on fait atelier du petit fermier. Donc l'idée, c'est que ce soit les familles avec les enfants et l'animateur qui vont aller nourrir tous les animaux, parfois faire des transhumances, parfois faire la traite, participer vraiment à tous les travaux de la ferme. Donc là, on va voir si tout va bien. Mais c'est un vrai petit paradis ici pour les enfants. Alors, de milieu rural, mais surtout de milieu urbain quand même, parce que là, ils découvrent tout. Mais tu sais, même en milieu rural, maintenant, il y a des choses qui s'oublient. C'est vrai. Ici, tu as les brebis solognottes. Attends, on peut s'arrêter là. Celles qui vont venir à nous. Ouais, c'est vrai? Ouais. Normalement, normalement. Hein. Des fois, on dit des choses, mais c'est pas pour ça que ça se passe comme on veut avec les animaux. Donc c'est encore la brebis solognotte, c'est une race ancienne. C'est ça, c'est la seule que j'ai. La brebis solognotte, il en reste à peu près à 3000 reproductrices en France. Donc tu vois, c'est un très faible effectif. Oui. À la base, c'est une race mixte qu'on utilisait pour la laine et pour la viande, etc. Tu garderas ton seau peut-être. Tu veux que je le prenne? Ou en hauteur? D'accord. Parce qu'elles vont se dire qu'il y a à manger dedans. C'est vrai? Bon allez, on le garde en hauteur alors. Allez. C'est incroyable. Et là, ça y est, hop, ça arrive. Allez. Celles-ci, tu les as connues toutes petites, j'imagine. Tu les as connues bébés, celles-ci. Toutes celles-ci. Ah bah oui. Petit âge. C'est ça. Ah bah dis donc, t'arrives plein pour les vélos, toi. Hein. Oui. La couleur, elle est chouette en plus. Allez voir tonton Stéphane. Donc ils naissent tout marron et après ils ont la laine blanche. Ça passe à quel âge à peu près cette laine blanche? Autour de... Ben, tu vois, là, il y en a qui sont un peu plus vieux, ça commence à s'éclaircir en agneau. Et puis ensuite, là, les brebis, elles ont été tondues il n'y a pas longtemps, donc là, on voit pas trop la laine. Et tu vois, la laine repousse encore blanche. Donc là, j'imagine que c'est quelqu'un qui vient pour oui, c'est un tondeur qui vient, Il y en a 3 qui ne sont pas élevés par leur maman. Ils sont juste derrière toi et donc ils vont avoir besoin de tes services. C'est pour ça que c'est les 3 premières qui sont venues. Voilà, elles veulent le petit-déj. Allez, on y va les filles. Mais il y a... Ah, Les bibis. Alors Les bibis. Tiens, un deuxième. Hop. Hey. Ah oui, c'est tout en douceur. Bibi. Et tu les nourris jusqu'à quel âge là? J'avoue qu'ici, on les nourrit peut-être un peu plus tard que prévu pour les enfants. Pour leur plus Mais grand regarde, tu vois après ce que ça donne comme brebis. C'est ça. Bien fait. Et pourquoi elles ne t'aident pas leur maman cette fois? Parce que parfois, les mamans n'acceptent pas les petits. Ah, ça vient pas du petit en général, ça vient de la maman. Donc, tu as des mamans qui vont avoir qu'un seul... qui vont en accepter qu'un sur 2. Dis plus rien, d'un sacré glouton, toi. Et non, c'est celle du copain, là. Non. Ben oui. Donc ça, c'est une des activités que les enfants adorent, évidemment. Même si c'est un peu brutal peut-être pour eux. Ah oui, parfois, ils sont très, très impressionnés. Et avec les tout petits, il faut faire attention qu'ils ne prennent pas le biberon. Et tu sais que t'es pénible, toi. Hein. Non, c'est le biberon du copain. Bah oui, tu as du monde qui vient t'aider en saison, j'imagine. Oui, on a des saisonniers. Et puis après, comme je te disais, il y a mon conjoint, on a un apprenti. Et tu fais également table d'hôte? Oui. Alors, c'est ma mère qui s'occupe de la table d'hôte. Oui, donc quelle partie du métier tu préfères s'il y a une partie que tu affectionnes plus que tout? Je crois que je peux pas choisir une partie. Mais non, parce que c'est... Parce que... Alors, l'eau, elle est juste là. Est juste ici. En fait, j'aime recevoir les gens, mais en même temps, je voudrais pas faire que ça toute l'année. J'aime être au contact des animaux, mais au bout d'un moment, quand on est tout seul dans sa ferme tout l'hiver, on est content de revoir du monde. Donc voilà, en fait, c'est vraiment la diversité. Partager, c'est top. Mais des fois, d'être tranquille avec ses animaux, c'est top aussi. Bah oui, c'est ça. Donc c'est vraiment la diversité des missions qu'on a là, en fait, qui sont top. Parce que si on prend la ferme de ton papa il y a 35 ans et le site aujourd'hui, tu as aussi bien fait évoluer les choses en introduisant de nouveaux animaux, peut-être de nouveaux services aussi. J'ai créé la ferme pédagogique qui n'existait pas avant. Et en fait, on n'avait que des chevaux et des ânes. Et moi, j'ai développé tous les autres petits élevages pour présenter aux gens, en fait, les différents animaux qu'on peut trouver dans une ferme. L'idée, c'est vraiment
de permettre de recréer le lien entre l'homme et les animaux qui vivent dans les fermes. Et ça, c'est génial. Mais les fermes du Marais Poitevin. Eh bien, oui, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. C'est vrai que mon fils, quand il était petit, il me demandait un lion. Ben, je lui ai dit non, c'est pas le principe. Elvis! Ah, il est là. Et voici le bel Elvis. Mais admirez l'allure. Assurément, celui-ci sait qu'il est beau gosse. Puis Mauve nous conduit encore plus loin. Toujours plus loin. Voici les oies grises du Marais. Ces jolies minettes qui cohabitent avec les poules de Maran. Toute une basse-cour dirigée par le merveilleux et l'unique. J'appelle Maître Coq. Attention. Maude, vraiment un immense merci pour ton accueil. Vraiment de nous avoir fait découvrir ton petit grand univers quand même qui est absolument merveilleux. Merci pour tout le travail que tu fais parce que c'est quand même un site qui est extrêmement important pour la conservation de la faune et de la flore du Marais Poitevin. Dernière chose, est-ce que tu accepterais avant qu'on parte de faire une petite photo souvenir? Avec plaisir. Ça marche? Eh bien, on va donner l'appareil à Stéphane et puis on va aller se mettre avec les beautés s'ils veulent bien. Ça marche. Ça marche. Ah ouais, ça la sort direct. Ah bah ça la sort direct, comme ça on peut te la laisser. Oh, trop bien. Vraiment tous. un vrai souvenir. Hein? C'est trop bien. Pour que tu puisses te rappeler notre passage ici à la ferme. Eh ben, top, merci beaucoup. Et puis encore une fois, merci pour ton accueil. Merci à vous aussi. Alors ce soir, notre objectif est d'atteindre quand même le Marais desséché. Donc il nous reste encore pas mal de chemin à faire. Maintenant on part direction le Mazot. Petit village maraîchin, Sainte-Christine se situe en bordure de la rigole d'Aziré. Tandis que le mercure frôle les 30 degrés, restons au frais au cœur de cette Venise verte. Que vois-je? Avançons, Stéphane. Bonjour. Bonjour. Drôle de bivouac quand même. Là, j'avoue, je suis pas mal. Ici, c'est sympa. C'est ton bureau? J'avais envie de venir bosser là ce matin, ouais. Comment tu t'appelles? Baptiste. Marion? Enchanté. Enchanté. Baptiste, je peux me poser un petit peu avec oui, toi pour discuter? Ouais. Alors comment ça? Tu travailles ici, donc on est sur Sainte-Christine, le Marais Poitevin. Oh, c'est bizarre, mais en fait, ce matin, j'avais du boulot à faire. Et puis en fait, je me suis dit, je vais aller dans la nature pour travailler. En fait, j'avais des mails à faire, donc que je fais là dans mon bureau, c'est la même en fait. C'est un endroit qui t'inspire? Je trouvais ça super, ouais. J'adore bosser dans la nature. Je bosse dans la nature. Alors c'est-à-dire, tu bosses dans la nature? Je suis créateur de forêt. Créateur de forêt. Alors qu'est-ce que c'est que ce métier? C'est une entreprise que j'ai créée et j'essaye d'inventer ce métier. C'est magnifique. Oui, c'est vrai que c'est chouette comme ça, ouais. Baptiste, ça accepte qu'on passe un petit peu de temps ensemble pour que tu m'expliques un peu toute ta démarche? Ouais, avec plaisir, ouais. Ah c'est parti alors. Tu vois, moi je suis niortais et j'étais jusqu'à l'année dernière, je travaillais à la Maïf, comme beaucoup de Niortais, c'est la capitale des assurances. Et j'étais très bien dans mon métier. J'étais dans la gestion de patrimoine. J'étais responsable de différents services, une équipe de conseillers financiers, enfin classique on va dire. La position bien assise. Et puis à un moment donné en fait, donc j'ai eu des enfants, j'ai des enfants, ils ont 8 ans et 5 ans. Et j'essaye de leur inculquer une éducation portée plutôt sur les valeurs de la nature. L'environnement, c'est ça, ouais. On peut leur faire vivre ce que toi tu as vécu. Et voilà, c'est ça. Et ce que j'arrive pas à leur faire vivre en fait. Moi, je me rappelle par exemple quand j'étais chez moi le soir, j'allais ramasser les vers luisants dans mon jardin la nuit. Et ça, j'adorais. J'ai jamais pu montrer un ver luisant à mes enfants. J'ai en fait compris en lisant beaucoup, en m'informant, que tout était en train de disparaître, quoi. Silencieusement, mais toute la nature qui est autour de nous, on a l'impression qu'elle va super bien, mais il y a beaucoup de choses qui s'en vont. On a de moins en moins d'oiseaux, de moins en moins d'insectes, en fait. Et bon, voilà. Et c'est cette notion de biodiversité, en fait, qui, dans mon bureau, je me sentais inutile. Et je me suis dit que c'était pas possible pour moi de savoir qu'il y a un problème sans agir. Donc voilà, je suis parti à zéro pour créer ça, en fait, cette entreprise qui s'appelle Créateur de forêt. Baptiste, mon entreprise est toute récente, donc j'ai bien compris. En fait, elle existe juridiquement depuis février 2021. Donc on est au tout départ. Je suis à plein temps dessus depuis l'été 2020. Ça s'appelle Créateur de forêt.
Mais en fait, c'est une sorte de prétexte. C'est-à-dire que je passe par l'arbre et la forêt, en fait, ce qui plaît à tout le monde et ce qu'on aime, quoi, pour parler et pour préserver et pour promouvoir la biodiversité. Mais l'arbre et la forêt, c'est l'image. Voilà, c'est ça. Et j'ai à cœur d'expliquer aux gens qu'une forêt, c'est pas que des arbres. Qu'une forêt, c'est tout un écosystème dans lequel tu as 4 à 5 000 espèces différentes. L'arbre, c'est une des composantes essentielles de la forêt, mais pas que. Et voilà, donc en fait, je passe par l'arbre pour préserver la biodiversité, ce qui est en train de disparaître, quoi. Mais complètement. Et dont on dépend complètement. On n'est pas, nous, une espèce au-dessus du reste. On est vraiment une espèce parmi les 2 millions d'espèces vivantes sur Terre. On fait partie d'un ensemble. Voilà, exactement. Mon métier, en fait, je suis un promoteur de biodiversité. Je suis comme un promoteur immobilier, sauf que moi, je ne fais pas de résidence immobilière, je ne fais pas de lotissement, je fais de la nature. Et donc, mon boulot, c'est de créer des zones de biodiversité sur des terrains qu'on me propose. Alors, qu'on te propose, qui ont? Alors, il y a 2 solutions. Soit je crée des zones de biodiversité sur des terrains qui appartiennent à des communes que je rencontre. Là, en ce moment, j'en rencontre pas mal. Donc tu démarches pour ça, pour avoir des rendez-vous, expliquer ton projet. Ouais, je participe à pas mal de conseils municipaux et donc il y a des communes qui ont des terrains qui sont plutôt des charges pour elles. Soit aussi, ça nous est arrivé dernièrement, sur des terrains que l'entreprise créateur de forêt achète. Et peu importe, que ce soit un terrain qui nous appartient à l'entreprise ou à la commune, notre boulot c'est le même. On organise de A à Z un projet de biodiversité en le bloquant juridiquement pendant 99 ans. Et ça, pour moi, c'est essentiel en fait, de parler du long terme. Ben forcément, bien sûr, mais il faut y penser, voilà, tu as raison. Voilà. J'ai rien du tout contre les arbres qu'on coupe. Moi, je suis le premier à utiliser du papier, à utiliser du bois pour mes meubles. Donc, voilà. Mais ceci dit, les arbres qu'on coupe, ceux-là seront vraiment faits destinés à vivre leur vie de forêt, quoi. Et comme un promoteur, je vais chercher un architecte, un maçon, un terrassier, un plombier, sauf qu'en fait, je vais chercher un naturaliste, un écologue, un forestier, des gens qui plantent, des gens qui me fournissent les arbres, des gens qui les entretiennent. C'est vraiment une aventure pluridisciplinaire, où toi, tout seul, finalement, tu peux rien faire. Moi, je sais rien faire. Ma force, c'est que je sais raconter des histoires et je sais convaincre, je sais vendre, entre guillemets, et je me sers de cette force-là pour rassembler un peu toutes les compétences d'un territoire, organiser un projet et ensuite chercher aussi les financements pour les faire vivre, ces projets. Donc par exemple, quand je vois une commune, je leur organise de A à Z et je leur propose de leur financer de A à Z ces projets. Comme on veut raconter des histoires avec ces projets, j'ai envie de me servir de ces projets pour, par exemple, permettre aux écoles d'aller faire l'école dehors. Donc quand tu vas... Parce que moi je trouve que c'est super important de reconnecter les gens à la nature. Comme tu faisais ce matin au moment où nous sommes arrivés. C'est ça. Ouais, c'est ça. Je connais bien le langage entreprise. On est une entreprise et je m'adresse à des entreprises parce qu'en fait, ça me plaît d'aller rencontrer des entreprises, des entrepreneurs, des gens qui travaillent peut-être comme moi avant dans des bureaux, qui n'ont pas forcément, pour laquelle leur quotidien, c'est pas la biodiversité. En fait, je leur parle d'un sujet qu'ils ne connaissent pas. Et puis j'essaye de les faire financer ces projets et en fait ils sponsorisent ces projets. En fait, avant tout, ta principale mission à ce moment-là, c'est de les toucher. Une fois qu'ils sont touchés, ils vont financer. Oui, voilà, c'est ça. J'espère, je fais tout pour en tout cas. Mais j'imagine. Je fais tout pour. On revient à ton petit bivouac, Baptiste, si tu veux bien, on va se poser un petit peu. Ouais. On va toucher une autre partie. Ok. Un jour à table, j'étais avec mes enfants et je dis à ma fille, bon, tu sais, ma fille elle s'appelle Soline, bon Soline, je pense que papa il va arrêter créateur de forêt et tout. Et là, elle s'est mise à pleurer. Et je me dis, non papa, c'est trop important pour la planète. Ah, c'est génial. En fait, je me suis dit, en plus, je sais pas pourquoi j'ai fait cette blague qui était pas drôle, mais quand elle a réagi comme ça, je me suis dit, en fait, je pense que j'ai trouvé le bon... Enfin, j'ai raison de faire ça, quoi. Là, on a un premier projet, donc ça devient vraiment concret maintenant. Hein, c'est pas juste qu'un concept. On a un projet de 2 hectares d'une création de forêt sur la plaine d'Argenson, c'est entre Niort et La Rochelle. Il y a déjà une forêt là-bas, donc il y a déjà des pousses naturelles. Donc en fait, sur les 2 hectares, tu as à peu près 3000 m² de pousses naturelles, du chêne Cécile, de l'érable champêtre. Et donc en fait, on va reboiser que 1,5 hectare. Sur cet hectare 5, on va planter 1527 arbres de 33 essences différentes
Donc des arbres de Augier, des arbustes, des essences pionnières, que des essences qui sont faites pour supporter la hausse de température qu'on va avoir dans les quelques années à venir, dans au moins 3-4 degrés dans les 50 années, c'est possible, il faut l'envisager. Et donc là, on a maintenant 26 entreprises qui nous sponsorisent financièrement, donc qui font vivre en fait des mètres carrés sur eux. Le principe, c'est que je fais sponsoriser 1 mètre carré, ou 1, ou 10, ou 100, ou 200, peu importe. Et ça me permet en fait même si le projet dans la globalité coûte très cher, tu peux venir dans ce projet pour pas grand-chose. Et là, depuis peu de temps, là, on a ouvert une campagne de financement participatif à destination des particuliers. Voilà, donc on a maintenant 70 personnes qui participent et je pense qu'il nous en faut à peu près 400. Donc il faut que je raconte des histoires à beaucoup de gens. Alors nous, malheureusement, avec Stéphane, on ne va pas marcher jusqu'à la plaine d'Argenson, on aimerait bien, mais on va plutôt gagner le littoral vendéen. Mais j'espère vraiment un jour, Baptiste, que nos chemins vont se recroiser pour prendre de tes nouvelles, savoir ce qu'il en est, voir comment les choses ont évolué. Merci, Puis, Baptiste. on la fera dans 20 ans, la même, Carrément. dans une forêt avec des arbres qui sont plus grands que nous cette fois-ci. Avec plaisir, vraiment. Merci beaucoup, Baptiste, et puis à bientôt, j'espère. Merci, bon Au revoir. voyage, bonne balade. Oui, merci. C'est noté. Rendez-vous donc dans 20 ans. 2 décennies. 2 décennies consacrées à recréer la biodiversité de notre territoire. Belle route, l'ami. Voilà, apparemment, là, on arrive sur un village. Je crois que ça va être le Mazo. Et quand j'avais regardé sur le guide avant de partir, ils annonçaient un bistrot ou un resto, je ne sais pas. On va voir s'il y a de la place. Parce que... c'est dommage, ça va être très joli. Ouais, alors apparemment, c'est là. Bonjour. Je crois qu'on a choisi notre moment pour venir, en fait. Contraint et forcé, oublions de suite notre projet de balade en barque. Profitons de l'orage pour lâcher le sac à dos. Et voici donc un bon prétexte pour se poser au port du Mazo. Chouette rendez-vous. Ce resto propose de bons petits plats, valorisant toutes nos racines. Top, non? Mais vous vous êtes fait avoir par la pluie, vous étiez... Non, on est parti à Mazo. C'est pas vrai? Donc on a eu on regarde la météo. Et c'est bien, ça vaut le coup? Malheureusement pour nous, eh bien, la barque sur le Marais, ce ne sera pas aujourd'hui. En revanche, on vous invite vraiment à découvrir ce petit port du Mazo qui est absolument magnifique. Les vaches les plus heureuses au monde. Regarde, regarde. Vous êtes bien les mémères. Ce paysage, nous l'aimons. Bien à l'écart des routes touristiques, cette partie du Marais Poitevin a su garder toute son authenticité. Une atmosphère calme, un caractère sauvage propice à la contemplation. Alors ça, c'est curieux. Bateau à chaîne. On essaie, Stéphane? Ah bah tu te fais les muscles. Oh. En fait, c'est moi qui fais tout le boulot, c'est ça? Bon, bah c'était plutôt pas mal. Bon, ceci dit, dans X. C'est bien comme terrain parce que c'est plat, 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 plat. Vendée frivole, nous voici. Bonjour. Excusez-moi, je cherche Baptiste. Oui. Tu es Baptiste? Oui, je suis Baptiste. Marion. Enchanté. Peut-être se tutoyer. Ouais. Baptiste, j'ai pris rendez-vous
Parce qu'apparemment, tu es guide, D'accord. parapente. Je suis biplaceur associatif, oui. C'est vrai? Ouais. Et donc, tu accepterais de Bah, m'amener Carrément, faire un ouais. petit tour dans le ciel? Raconte-moi un petit peu, Baptiste, parce que la Vendée n'est pas forcément une terre connue pour le parapente. Ben, en effet, donc la Vendée, c'est un département qui est plutôt plat. Contrairement aux montagnes, là où est né le parapente. Et il y a des gens assez ingénieux donc, qui ont inventé des petits systèmes avec une bobine de câble qui se déroule sur l'arrière d'une voiture pendant que cette voiture avance. C'est-à-dire, en fait, on va pouvoir s'élancer grâce à cette voiture. Grâce à cette voiture, on va pouvoir s'élancer. Donc on a une piste qui fait environ 2 km de long, là, ici à D'accord. Saint-Jean-de-Beugnier. Et puis, une fois au bout de cette piste, je te dirais largage. Donc, on va se désolidariser du câble. Ouais. Et là, on sera en vol libre, complètement libre. Et on pourra planer tous les deux tranquillou. T'acceptes de m'équiper? Ouais, très bien. On est parti alors? Ouais. Donc là, il y a une sellette, ce qui Oui. s'appelle une sellette. Hein. Donc, ça s'enfile comme un sac à dos. D'accord. Il y a le casque. Et puis, zou. C'est parti alors. T'en as jamais fait, Marion? Non, jamais. T'as pas l'appréhension? T'as le vertige ou pas? Non, ça va, mais j'ai toujours eu envie de le faire. Tu vois, les conditions sont idéales aujourd'hui, il n'y a pas de vent, il y a des nuages, donc c'est bien. Oui, Pascal, je te reçois. Ok. Comme ça, ils vont avancer un peu, puis après, on va... Allez, on y va. On court carrément là. Allez. Hop, bon, on n'a pas eu beaucoup à courir. Hein. Pas vraiment, moi. Ah, maintenant, tu me dis pas. Ah. C'est un gemme là-bas? Comment? C'est un gemme là-bas, non? Ouais. Et on voit le clocher de Luçon. Et donc, la voiture, elle va aller jusqu'au bout du chemin à peu près. Génial. Ah, il s'arrête de croisement. Allez, là, regarde. C'est bon là? C'est bon. C'est fait? On est en vol libre. Et donc là, je peux me tenir ici, Baptiste. Ouais. Ça y est, je suis véritablement à la place de l'oiseau. Ça plane, ça vole, ça flotte. Plein de sensations nouvelles qui me permettent de me laisser aller. J'adore. Profiter du moment présent, respirer à plein poumon, écouter les éléments, observer et deviner. Tiens, au loin, la baie de l'Aiguillon. Une sensation de liberté m'envahit. Je suis complètement stone. Complètement stone. C'est. Ouais. Merci, Baptiste. On est allé dans un autre monde, hein. Ah bah, complètement. Puis oui, le fait de redescendre, c'est. Attends, en apesanteur, c'est incroyable. Ah, dis donc. Jusqu'à la mer, là. Manu, tu es président donc de Vendée Cheval, c'est ça? Donc, Ouais, c'est ça. C'est à toi qu'on doit un immense merci. Ah, bah, de rien, Pour c'est la moindre des choses. Pour cette chouette découverte. Toi aussi, tu voles. Oui, je vole depuis, ça fait maintenant 6 ans. Depuis 6 ans, ouais, donc c'est pas très vieux. Non, mais comment tu as eu cette envie? Oh, tout simplement, j'ai fait pendant une dizaine d'années du char à cerf-volant, donc du kite buggy, c'est-à-dire qu'on se fait tracter par une aile de traction dans un char sur les plages. Et puis la sensation du vent, le fait d'être tracté, je me suis dit, tiens, on va passer à autre chose, on va essayer de prendre une aile beaucoup plus grande et pouvoir voler dans les airs seul. Donc j'ai fait un stage d'initiation dans le Cantal.
Qu'est-ce que tu ressens quand tu es là-haut? Ben, il y a Encore plein- aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui. Alors tu progresses, tu évolues, tu découvres plein de sites. Nous, on vole ici sur la plaine, c'est pas la montagne. Donc on se fait tracter par un treuil. Donc c'est une autre approche que de décoller d'une montagne. Il y a moins d'appréhension. Mais quand tu es en l'air, tu as la plénitude d'être en l'air, dans une situation de calme. Tu as le paysage, tu as les éléments naturels, le vent, les animaux, alors les oiseaux. Tu repères au loin s'il y a de la fumée pour voir si tu peux aller vers cet endroit pour prendre des thermiques, pour monter et rester le plus longtemps possible en l'air. Enfin bon, c'est des sensations que tu as nulle part. Et aujourd'hui, avec Vendée Frivole, vous proposez donc des baptêmes de parapente. C'est ce qu'on vous a fait. Ben oui, c'est ce que vous nous avez fait. On a eu Ouais. cette immense chance. Enfin voilà, c'était un moment incroyable. Je suis d'ailleurs encore un petit peu stone parce Tu que restes un petit peu longtemps en plus, c'est bien. Ben oui, 45 minutes, c'est énorme. C'était un merveilleux cadeau. C'est pour ça vraiment, Manu, un immense merci. Non, c'est la moindre des choses. On va reprendre le sac à dos, on va reprendre la route et puis j'espère vraiment qu'un jour nos chemins puissent se recroiser. Ce Avec serait plaisir, vraiment chouette. Avec plaisir. Merci. Merci. Le bénévole au cœur généreux serait-il un pléonasme? Mais écoutez Manu, voyez Baptiste, puis ils ne sont pas seuls. Admirez toute cette chouette équipe, incroyable. J'adore ces sourires. Au-delà du parapente, leur philosophie repose bien sur cette notion de partage que nous suivons depuis le départ. On pourrait se revoir?